Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce Zoom organisé en partenariat avec National des HAD. Merci d'être nombreux connectés. Nous allons parler aujourd'hui de la mise en œuvre de l'activité spécifique liée à la mention spécialisée anté et postpartum par les établissements d'HAD. Nous aurons donc 1 heure pour évoquer cette mention. Sachez que vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat et nous y répondrons pendant notre session de questions-réponses. Et si nous n'arrivons pas à répondre à tous, nous reviendrons vers vous avec une FAQ à l'issue de ce Zoom. Nous serons également soucieux de la gestion du temps pour donner la parole à tous les intervenants. Notre objectif aujourd'hui est de vous fournir les éléments clés nécessaires pour comprendre ce qu'implique cette nouvelle mention spécialisée. Et pour atteindre cet objectif, nous avons conçu ce Zoom en 4 parties. Tout d'abord, la première partie sera la présentation de l'offre obstétricale en France avec des données chiffrées et des éléments de contexte. Nous aborderons ensuite les enjeux et les attendus de la réforme. Une troisième partie qui sera dédiée à 2 retours d'expérience d'établissements HAD. Tout d'abord, LNA Santé, qui est une HAD non rattachée à un établissement MCO et qui a déployé cette activité de soins depuis plusieurs années. Et ensuite, l'HAD du centre hospitalier de Cré. Et enfin, nous finirons ce temps avec une partie conclusion. Pour parler de ce sujet, nous avons la chance d'accueillir plusieurs professionnels du secteur. Donc, tout d'abord, nous avons la présence de Paul Laurent, qui est chargé de mission HAD à la Direction générale de l'offre de soins. Mathurin Laurin, délégué général de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile. Nous aurons donc l'HAD LNA Santé qui est représentée aujourd'hui par Lucie Charpentier, infirmière de liaison référente des HAD LNA Santé, ainsi que de Dr Adam Bretonnière Anne-Charlotte, médecin gynécologue obstétricienne au sein de l'HAD. Nous aurons ensuite la représentation du centre hospitalier de Cré, représenté par Dr Tarpin-Lyonnais Florence, chef de pôle des activités soins et hospitalisation à domicile. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Marjorie Pouc, cadre supérieur sage-femme et directrice par intérim de la direction du développement à la Fondation Santé Service, qui intervient aujourd'hui en tant qu'experte du réseau ANAP, qui nous accompagnera tout au long de ce Zoom. Elle guidera nos échanges et apportera des éclairages précieux sur les prises en charge HAD en anté et postpartum. Donc, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais maintenant passer la parole à Marjorie, à qui je renouvelle mes remerciements d'avoir accepté ma proposition de collaborer à l'organisation de ce Zoom et qui va commencer par nous présenter des données de contexte sur cette offre de soins. Bonjour Clarisse, bonjour à tous. Merci pour ton invitation qui est un vrai plaisir pour moi. Alors, quelques propos introductifs pour commencer avec un rappel de la reconnaissance de l'activité de soins d'HAD comme une autorisation à part entière et une reconnaissance de l'activité de soins HAD anté et postpartum comme mention spécialisée. Donc, la délivrance de la mention anté et postpartum est conditionnée au respect de certains attendus que l'on retrouve dans les décrets publiés en 2021 et 2022. Donc, le principe est donc que l'autorisation d'hospitalisation à domicile comporte la mention anté et postpartum ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention socle ou obtient concomitamment une telle autorisation, sauf dans quelques cas dérogatoires et sous réserve d'une convention avec un établissement titulaire de la mention socle. Concernant les attendus réglementaires en lien avec cette mention spécialisée, on retrouve notamment l'accès en interne ou par convention à un service de gynécologie obstétrique, une équipe pluridisciplinaire qui inclut en interne ou par convention à un médecin gynécologique obstétricien et à une sage-femme. Et enfin, une équipe de coordination incluant une sage-femme. Il est important de rappeler que les territoires d'intervention doivent être intégrés dans le dossier des autorisations et qu'ils peuvent être différents entre chacune des mentions. Il existe différents outils pour vous aider. On vous communiquera les liens dans la FAQ. Alors, sur cette slide, la prochaine slide, on voit que la mention anté et postpartum, qui est représentée par les modes de prise en charge 19, surveillance de grossesse à risque, et 21, postpartum pathologique, représente 3% de l'activité totale de l'HAD en 2023. À droite, vous voyez que la surveillance de grossesse à risque représente 3/4 de l'activité totale de l'activité obstétrique. Et à gauche, quand on regarde le nombre de journées par type d'établissement, on remarque que cette répartition se retrouve en fonction des différents statuts des établissements
et que ce sont les établissements privés à but non lucratif qui représentent quasiment 70 000 journées en 2023. Alors sur cette carte, en fait, c'est une représentation du taux de natalité qui est représenté par département. On voit que les, le taux de natalité est hétérogène en fonction des différents départements. Merci, c'est bon. Ces données nationales feront d'ailleurs l'objet de plus de précisions avec l'intervention de Paul Laurent, chargé de mission HAD au sein de la Direction générale de l'offre de soins. Bonjour Paul, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous partager le contexte national de l'offre de soins de cette mention spécialisée? Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc en effet, je vais m'inscrire dans ce que vous venez de dire en précisant deux, trois petites choses vis-à-vis donc des autorisations dans un premier temps. Donc comme vous pouvez le voir, et ce que vous disiez donc Marjorie précédemment, il y a donc besoin du socle, donc c'est ce qu'on appelle les OCOS socles qui sont entre 256 et 273 pour avoir les mentions. Euh, Là, ce qu'on peut observer, c'est que pour l'anté le postpartum, on sera donc entre 158 et 174 autorisations, donc en fonction de ce qui sera délivré sur la période 2024-2025. Et ça place donc cette mention en deuxième position en termes de nombre. Euh, et l'objectif, c'est donc de quand même d'assurer une couverture maximale donc, sur tout le territoire. Alors c'est le cas évidemment pour toutes les mentions, mais surtout pour l'anté et le postpartum. Euh, Sur cette slide, donc là, on va pouvoir rentrer dans le détail hein, de comparaison par rapport à l'anté postpartum sur les différentes régions. Donc la carte est basée sur le taux de recours, donc c'est-à-dire pour 10 000 habitants, le nombre de journées qu'on a. On peut voir donc des différences assez notables hein, selon les territoires. Donc à gauche, par exemple, on va voir que le Grand Est va être très dynamique. À l'inverse, à la droite, on va voir que c'est un petit peu plus calme. Et puis, on se rend compte, voilà, sur plusieurs territoires, la Bretagne aussi est un bon exemple, hein, donc là où c'est plutôt l'inverse, pour le MP19, donc surveillance de grossesse à risque, on va être sur du jaune, et plutôt pour le postpartum, sur du rouge, donc très dynamique. Évidemment, ces cartes peuvent évoluer assez rapidement en fonction des différentes naissances sur les territoires. Globalement, il faut contextualiser ces cartes dans le taux de natalité qu'on a en France, qui est quand même en baisse. Voilà. Si on creuse encore un petit peu pour aller dans le détail donc des diagnostics principaux, donc le classement voilà, des cinq principaux, on se rend compte donc que pour l'antépartum, on va être à peu près sur du 40 000, un peu plus de 40 000 journées pour le diabète et 36 000, presque 37 000 donc sur les ruptures prématurées des membranes. Ces deux diagnostics principaux représentent quand même l'immense majorité des journées. Et donc sur votre droite, là on va être plutôt sur le postpartum et on se rend compte que les deux principaux diagnostics, donc c'est-à-dire soins, examen du postpartum et mastopathie, représentent voilà 20 000 séjours, un peu plus de 20 000 journées pardon, autant pour moi. Et donc c'est quand même une immense majorité des diagnostics faits. Si on consacre un petit peu de temps donc, sur les recommandations de bonnes pratiques, il y a l'HAS qui a sorti donc, un document qui donc, va rassembler les situations pathologiques qui relèveraient donc, de la prise en charge HAD obstétrique pour l'anté et le postpartum. Et il va y avoir aussi un focus sur les aspects organisationnels, donc comment vous allez pouvoir vous organiser et comment on va pouvoir faire la coordination de ces soins spécifiques. Donc il y a aussi le guide de la TIH hein, qui est vraiment un document clé pour avoir tous ces détails-là, qui est beaucoup plus technique, mais je vous invite aussi à prendre le temps de pouvoir bien le décortiquer et le regarder.
Enfin, donc là, on va plutôt parler des perspectives de développement par rapport à l'offre de soins obstétricales voilà, en HAD. Euh, donc, de notre côté, on travaille évidemment donc, sur tous les aspects aussi financiers à la DGOS, surtout piloté par FIP, hein, qui est le bureau financier. Alors, c'est valable évidemment pour l'obstétrique, mais c'est aussi le cas pour les autres mentions. Comme on a pu le voir donc, dans la première partie présentée par Majorie, il y a le socle et enfants de moins de 3 ans, réadaptation et anté-postpartum. À date, je ne suis pas en mesure de vous en dire beaucoup plus sur le financement. Toutefois, si voilà, il y a des questions, vous pouvez en effet les poser dans le chat, comme suggéré au début de ce webinaire. Et puis, on travaille aussi donc sur alors des élargissements du périmètre, c'est-à-dire lorsqu'il y a des situations spécifiques qui nous sont remontées, alors souvent par les fédérations. Voilà, on étudie ces recommandations pour améliorer les prises en charge, les faire évoluer, et être dans l'air du temps. Euh, et puis, donc, comme on a vu précédemment, alors bien que le document date de 2011, hein, il est encore tout à fait valable sur voilà, les recommandations de bonne pratique de l'HAS, mais c'est des choses qui peuvent aussi évoluer au fur et à mesure du temps. Et étant donné que ces mentions voilà, commencent à apparaître et sont mises en place que très récemment, c'est vrai qu'il y a des travaux qui pourront être menés à terme selon les besoins, en fait, tout simplement. Et voilà, je réinsiste vraiment sur le fait que la couverture du territoire est un élément très important alors, pour l'HAD, mais surtout avec ces nouvelles autorisations, c'est l'occasion voilà, de prendre le virage et de consacrer toute son attention à ce que les différents territoires puissent être couverts convenablement. Merci beaucoup. Merci Paul d'avoir présenté au niveau national mais aussi régional ces éléments de contexte qui permettent de mieux appréhender cette offre de soins et son potentiel. Pour poursuivre et compléter vos propos, nous avons le plaisir de diffuser une vidéo préenregistrée par Mathurin Laurin, donc délégué national à la FNEAD, qui n'a hélas pas pu être présent avec nous en direct aujourd'hui, mais nous le remercions d'avoir rendu son intervention possible grâce à cet enregistrement. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on a eu effectivement, et je vous en remercie, un certain nombre d'éléments de présentation de ce qu'était cette nouvelle mention anté-postpartum. Mais je voudrais dire qu'avant de déposer un dossier ou de se lancer, je pense qu'à mon avis, il faut qu'on se pose un certain nombre de questions. D'abord, ce que change concrètement l'arrivée de cette nouvelle mention. Alors là, c'est un point commun avec la mention enfant de moins de 3 ans. C'est une activité, l'anté-postpartum, c'est une activité qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant dans le socle et pour laquelle on ne se posait pas la question. C'est vrai que maintenant, si on ne dépose pas de dossier, il faut bien savoir que c'est une activité qu'on ne pourra pas continuer à faire. Alors la deuxième question sur laquelle j'invite les établissements d'HAD à se pencher, c'est évidemment celle du besoin. Alors ça, c'est vrai pour toutes les mentions. De quoi a besoin la population de mon territoire? Alors, dans tous les cas, avant même d'avoir la réponse à cette question, dans tous les cas, il faut partir avec cela en tête. Si moi, mon établissement d'HAD ne se positionne pas, et bien demain, il n'y aura plus ce service rendu aux patients, et là, en l'occurrence, ce service rendu aux femmes enceintes. Alors, comment s'y prend-on? Dans tous les cas, une nouvelle mention implique de mobiliser des moyens que l'HAD n'a pas encore. C'est d'ailleurs comme ça qu'ont été pensées les mentions, avec la nécessité de la part de l'HAD de mettre en place une organisation dédiée. Donc, première chose, il faut se demander s'il y a des ressources qui existent à l'extérieur de l'HAD. Hein, par exemple, on va regarder s'il y a des sages-femmes sur le territoire, on va regarder aussi dans le service d'obstétrique d'à côté qui pourra vous dire s'il y a des lits qui ne sont pas pleins, etc., etc. On a beaucoup d'établissements qui, lorsqu'elles réfléchissent à se positionner sur des mentions, se demandent si elles doivent ou non en parler aux autres établissements. Alors, tous les HAD devraient au minimum poser le sujet sur la table avec ses partenaires. Pourquoi? Parce que nos partenaires ignorent ce que fait l'HAD. Si nous avons des parturientes en commun, eh bien demain, sans la mention, c'est terminé, nous ne pourrions plus les prendre en charge. Donc, on doit sans cesse demander à nos partenaires si demain on venait à arrêter cette collaboration, eh bien qu'est-ce qui se passerait pour les patients que nous prenons en charge actuellement? Alors, sur la deuxième slide, je commence d'abord la réflexion par
une question, ce que j'appelle la question de confiance, que l'on doit se poser, puisque, comme je le disais juste avant, si je ne me positionne pas, il manquera une brique dans la prise en charge de mon territoire. Par contre, c'est-à-dire qu'effectivement, si je ne trouve pas de sage-femme, s'il n'y a aucun établissement obstétrique à moins de, que sais-je, 50 km autour de mon établissement, et si l'analyse comparative conclut qu'il n'y a pas de ressources professionnelles et accessoirement pas de patientèle, et bien là, fin du débat. Il faut quand même se rendre compte de l'importance de cette activité d'anté et postpartum pour les mamans concernées. En postpartum, par exemple, on sait qu'un des bénéfices de l'hospitalisation à domicile, c'est que ça permet d'accompagner des demandes psychosociales qui sont, on le sait, de plus en plus fréquentes. Alors, maintenant qu'on sait quelle est la demande de son territoire, la question suivante, c'est tout simplement, est-ce qu'on est capable de construire une réponse en face? Si je pose la question autrement, est-ce que les obstétriciens et les obstétriciennes ont compris ce que pouvait faire l'HAD et comment on pouvait le faire ensemble? Sur un territoire, vous avez forcément des femmes qui ont un suivi de grossesse très rapproché, ou alors après l'accouchement, un suivi un peu plus robuste que la moyenne. Et bien dans ce cas-là, c'est très simple, vous allez voir les obstétriciens, vous leur dites, voilà ce que je peux faire avec vous, est-ce que ça vous intéresse? Donc, pour résumer un petit peu ça, c'est normal de se poser ces questions-là, tout simplement parce que c'est un sujet qui nécessite de se professionnaliser, et ce sont des choses qu'on ne sait pas faire si on ne les a pas pensées. Alors, je résumerai donc ça sur la troisième slide, un peu ces éléments-là, en disant que ça serait, pour les établissements d'HAD, trop facile, si le territoire sur lequel on est en a besoin, de dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire pour expliquer qu'on ne fera pas demain. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, on lève le nez, on va voir le GHT de proximité, on dépose un dossier d'intention, et je dis bien un dossier d'intention, puisque je rappelle qu'on a ensuite 3 ans pour le mettre en œuvre. On prend date et on rentre en mouvement. Beaucoup d'HAD, parce qu'elles ne savent pas faire aujourd'hui, se posent la question s'il faut y aller ou non. Avec ce raisonnement, en fait, on n'aurait jamais développé la chimiothérapie injectable à domicile, on n'aurait pas fait de transfusion, on n'aurait pas fait de petit abri. Et accessoirement, ça suppose qu'on ne tienne pas compte de la pertinence de l'HAD sur le territoire. Donc, pourquoi je parle de cela? Parce qu'il y a vraiment un sujet de cohérence. C'est assez facile d'imaginer un établissement qui, à un endroit donné, déposerait le péripartum, par exemple, mais qui n'aurait pas déposé la mention enfant de moins de 3 ans. Et là, ça veut très bien dire qu'on prendra en charge des enfants qui sont, par exemple, des enfants hypotrophes, mais on ne pourra pas prendre en charge la maman, ou l'inverse. Ça veut dire, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on n'aura pas suffisamment réfléchi aux enjeux de la mention. Donc, en récapitulatif un petit peu de la raison pour laquelle j'invite les uns les autres à se poser ces questions-là, à réfléchir si mon établissement doit ou non faire ce travail-là, d'envisager la mention anté-postpartum, eh bien, certes, cette mention concerne une file active relativement restreinte, mais il faut bien savoir qu'il y a d'abord une patientèle pour ça, avec une réponse de l'HAD là où il n'y a pas de sage-femme libérale. Donc, cette question-là, elle pose un peu la question de la responsabilité du spectre de l'HAD, tout simplement parce qu'en l'absence de réponse HAD, eh bien, on priverait des mamans d'une réponse à leur domicile, alors que cette réponse-là, on est en capacité de la construire. Voilà un petit peu ce que je voulais, d'éléments de présentation, partager avec vous en ouverture de ce Zoom. Merci à nos deux intervenants d'avoir évoqué donc, ces éléments de contexte et l'importance de déployer cette offre de soins sur l'ensemble du territoire afin de répondre aux besoins des patientes. Nous allons maintenant clôturer cette première partie avec un temps de questions-réponses. Nous invitons à poser vos questions dans le chat et pour celles qui seront possibles, nous y répondrons directement. Tout à fait. On remercie déjà tous nos intervenants et également les participants à ce webinaire.
On a eu une question avec le lien avec le guide de l'ATIH. Paul Laurent, éventuellement, si vous souhaitez y répondre. Oui, tout à fait. Alors bonjour madame, je vois pas l'entièreté de votre nom écrit. Alors oui, c'est ATIH, un A au début. Alors, en fait, ce qui est important avec le guide de l'ATH, le guide méthodologique donc de l'HAD notamment, c'est qu'en fait, tout est détaillé. Tous les MP sont détaillés, donc notamment le 19 et le 21. Alors, ça va contextualiser un petit peu voilà, à quoi sert donc ce mode de prise en charge, comment faire, comment s'organiser et les contraintes aussi associées à ce codage, donc 19 ou 21. Si vous voulez, je peux mettre le lien directement dans la discussion, hein, c'est accessible en ligne. Je l'ai là, voilà, je vous le mets tout de suite. Donc, il est très dense, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, hein, mais je vous invite à vraiment pouvoir prendre le temps de le regarder. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, on avait une autre question. Est-ce que déposer l'autorisation sur l'anté et les postpartum est obligatoire avec le fait de déposer celle pour l'enfant de moins de 3 ans? Alors, Je vais... je sais pas si quelqu'un veut répondre. Marjorie, allez-y, peut-être Oui, que vous voulez y répondre. oui, je vais faire une première réponse en tout cas. Et il n'y a pas d'obligation puisque ce sont des mentions indépendantes et il n'y a pas de lien obligatoire à faire entre ces deux mentions. Cependant, il y a une cohérence en fait à développer la mention enfant de moins de 3 ans dans la continuité d'une prise en charge, par exemple, postpartum. Alors, même si dans les recommandations de l'HAS pour la prise en charge en postpartum, il est plutôt dit que c'est la mère qui a une pathologie qui doit être prise en charge, il n'exclut pas, et c'est également noté dans ce guide, que l'enfant puisse être pris en charge s'il s'agit d'une pathologie modérée, comme une hypotrophie par exemple peu sévère ou une prématurité légère, enfin, c'est-à-dire 36 semaines par exemple. Euh, Maintenant, il peut y avoir un lien qui se fait entre les deux mentions parce que parfois en postpartum, il peut y avoir une prise en charge de l'enfant qui se prolonge et qui pourrait en effet être reprise par l'équipe pédiatrique s'il en existe une. On avait une question de Monsieur Ridou. Pour faciliter l'évaluation de la file active potentielle, serait-il possible d'avoir des métriques, exemple attendu pour 100 000 habitants, par région, par département? Alors, enfin, oui, alors je pense que c'est des chiffres qui sont tout à fait possibles d'avoir. Alors, moi, je sais qu'à titre personnel, là, je vais pas les avoir comme ça immédiatement. Peut-être au niveau des ARS, vous pourriez échanger à ce niveau-là. En tout cas, sur la file active obstétricale, alors déjà, c'est difficile de faire un lien parce que pour revenir sur les chiffres qui ont été montrés tout à l'heure, c'est-à-dire l'activité pour 100 000 habitants, il faut savoir que quand on prend le nombre de journées pour chacun des deux modes de prise en charge pour une région, on ne retrouve pas du tout la même répartition puisqu'il y a des régions qui sont plus ou moins denses. Et c'est vrai que l'Île-de-France est la première région qui ressort, que ce soit pour l'anté ou le postpartum. Et par expérience, il est difficile d'établir une file active, même par rapport à une activité d'un établissement, parce qu'on n'arrive pas vraiment à faire de lien de corrélation entre le nombre d'accouchements dans un établissement, même sur des niveaux où il y a de la pathologie, et le nombre de demandes d'HAD qui sont faites. Voilà. Pour travailler à différents établissements de niveau 3 ou niveau 2B, par exemple, avec des nombres d'accouchements très différents, notre file active, elle est difficile à corréler à leur activité globale. On a une question, faut-il vraiment déposer la mention si on a déjà un grand nombre de sages-femmes libérales sur le territoire?
En fait, c'est pas la même, on n'est pas dans la même gradation des soins. Quand on a recours aux sages-femmes libérales seules, on va dire, on est sur de la pathologie moindre, en tout cas une patiente qui nécessite une prise en charge pour un soin particulier. En HAD, on est sur des prises en charge complexes qui nécessitent de la pluridisciplinarité, qui nécessitent une fréquence de passage, de la coordination. Et les sages-femmes libérales ne sont pas exclues des structures d'HAD, bien au contraire, puisqu'on travaille beaucoup avec elles, quel que soit le mode d'organisation qu'on a décidé de mettre en place. Et vous pourrez le voir avec les rétextes qui vont suivre. Mais les sages-femmes libérales font partie intégrante de l'organisation des HAD obstétricales. Merci à tous pour... Je voudrais juste bien rajouter, désolé, Allez-y, pas de souci. par rapport à ce que vient de dire Marjorie, sur le fait que voilà, dans hospitalisation à domicile, hein, c'est vraiment une hospitalisation. C'est voilà, l'HAD, c'est une activité de soins. Euh, donc c'est vraiment voilà, il faut presque imaginer ça, c'est l'hôpital à domicile en fait. Hein, donc c'est ça. On est hors du contexte voilà, d'un passage voilà, de surveillance ou très léger. C'est vraiment une hospitalisation. Donc, euh, s'il y a beaucoup de sages-femmes libérales sur le territoire, c'est une très bonne nouvelle. Et le mix voilà, de travailler avec elles en fonction si c'est de l'HAD ou justement si elles ont une autre activité à côté est tout à fait possible. Et c'est pareil pour toutes les mentions. Voilà, je tiens juste à préciser ça. Et merci beaucoup Marjorie pour avoir rappelé ces informations. Merci beaucoup et merci à tous pour les questions que vous avez posées dans le chat. On a bien vu la question concernant les conventions. On y répondra dans la FAQ qui vous sera donnée après ce webinaire. Et du coup, on va pouvoir poursuivre le Zoom. N'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions. On a un autre temps de questions-réponses prévu à cet effet. Donc, comme on vous l'a présenté en début de webinaire, donc on va maintenant vous proposer un retour d'expérience en lien avec la mise en place de la mention au sein de 2 établissements d'HAD. Donc, pour commencer, nous avons la chance d'avoir le partage d'expérience des HAD LNA Santé des sites Orléans, Tours et Blois, qui est aujourd'hui représenté par Lucie Charpentier et le docteur Adam Bretonnière, Anne-Charlotte. Donc, Lucie n'ayant pas pu être présente en direct, elle a également procédé à un enregistrement de son intervention que nous allons lancer avant de revenir au direct avec Anne-Charlotte par la suite. Bonjour Lucie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous donner les éléments de contexte qui ont permis à cette activité d'émerger? Oui, bonjour, je suis Lucie Charpentier, infirmière de liaison référente des HAD du groupe LNA Santé. LNA Santé, c'est un groupe privé familial qui existe depuis plus de 30 ans aujourd'hui et qui gère notamment des établissements type MCO, SMR, EHPAD et plusieurs HAD. Ce rétexte porte sur la région centre qui comporte 3 HAD du groupe sur 3 départements différents. Vous pouvez le voir sur la carte notamment. À noter que l'HAD Orléans-Montargis a démarré cette activité en 2008, anté et postpartum, alors que les HAD Loire-et-Cher, donc basés sur le secteur de Blois, et Val-de-Loire sur le secteur de Tours, ont démarré cette activité plus récemment, dès 2022. Ces 3 HAD ont donc des organisations qui leur sont propres et des niveaux de maturité différents. Merci pour ces éléments de contexte qui nous permettent de mieux appréhender votre organisation. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer les étapes clés du déploiement de cette mention? À noter que votre HAD n'est donc pas rattaché à un établissement MCO. Oui, tout à fait. Alors, avant de démarrer et structurer le déploiement de cette mention, on a procédé à une analyse territoriale, en fait, tout simplement, et également stratégique. Sur chaque territoire, pour les 3 HAD, c'est un travail qui est simple, mais qui est quand même important pour visualiser et dimensionner finalement le potentiel d'activité qu'il peut y avoir sur chaque territoire. Et c'est tout simplement en recherchant sur des outils qui sont accessibles sur Internet, comme l'adresse, comme l'INSEE, qu'on a pu aboutir à quelques éléments de contexte. Par exemple, comme vous pouvez le voir sur la carte qui est sur la gauche, pour le secteur de Blois, donc le département du Loir-et-Cher, l'HAD Loir-et-Cher a pour partenaire, en tout cas sur son territoire, plusieurs maternités à différents niveaux, donc 3 maternités de niveau 1 et une maternité de niveau 2.
Mais il est aussi important de noter que sur les autres départements comme l'Indre-et-Loire et le Loiret, il existe des maternités de niveau 3 qui peuvent également potentiellement adresser des patientes. À noter aussi en exemple sur ce territoire du Loir-et-Cher que c'est un territoire qui est très étendu et qui est peu doté en sages-femmes libérales, pouvant engendrer une charge de travail supplémentaire pour les sages-femmes salariées de l'HAD. Donc cette analyse territoriale nous permet donc d'identifier tout type de prescripteurs, pas que les maternités, mais également les gynécologues par exemple. Et ça nous permet de construire en fait un plan d'action et un rétro-planning pour la mise en place de cette mention. On matérialise ce travail sur une communication et une relation prescripteur qui est suivie et ajustée au fil des relations qu'on peut avoir dans le temps et pour avoir des prises en charge communes de qualité. Donc les étapes clés du déploiement de cette mention, la première chose bien sûr, c'est d'identifier les profils et les parcours de soins en co-construction avec chaque partenaire lors des rencontres. Ensuite, une formalisation des relations par une signature de convention de partenariat, que ce soit avec les établissements de santé ou les sages-femmes libérales. Car nous sommes une HAD à la fois avec des équipes salariées, mais ça ne nous est pas interdit du tout de travailler avec les libéraux, bien au contraire. C'est même une intégration systématique qui est faite des infirmiers libéraux et ça permet d'offrir des soins de proximité, de qualité. Sur la base de besoins des prescripteurs et des besoins de la population du territoire, on a procédé donc au recrutement des sages-femmes salariées qui s'est fait petit à petit. À savoir quand même une chose importante, c'est que malgré le lancement du recrutement gynécologue, nous n'avons pas eu la chance d'en avoir un ou une tout de suite, mais nous avons eu le plaisir d'accueillir le docteur Adam Bretonnière dès 2023 pour compléter notre équipe de soins et d'accompagnement auprès de cette activité postpartum et antépartum. Pour illustrer concrètement les moyens humains, et on reste sur l'exemple de l'équipe de l'HAD Loir-et-Cher, qui pour rappel a un territoire étendu, peu doté en sages-femmes libérales. Les chiffres suivants, ils sont basés sur une évaluation de la charge en soins pour définir les effectifs soignants, en fait, tout simplement. Donc, sur la partie gynécologue, le temps est partagé sur les 3 HAD de la région du groupe LNA Santé. Pour les sages-femmes salariées, elles ont en moyenne une activité de 7 patients jour pour 2,4 ETP. À savoir qu'il y a une variation entre 4 et 11 patientes à peu près. Il ne faut pas prendre en compte uniquement les soins effectués auprès des patientes pour cette activité qui est essentiellement antépartum sur l'achat des Loir-et-Cher. Il est aussi important de prendre en compte tous les à côté et qui sont extrêmement importants. C'est le rôle d'évaluation des sages-femmes, le rôle de coordination, la partie administrative aussi, la réalisation des soins comme on l'a évoqué donc, et aussi une réalisation d'astreintes afin d'assurer la continuité des soins 24 heures sur 24. En complément des sages-femmes, il est tout à fait possible d'intégrer via notre activité interne les infirmiers salariés, sur certains soins, notamment des pansements par exemple, l'équipe psychosociale en appui des patientes ou des patients, l'équipe de pharmacie à usage interne afin de fournir tout ce qui est dispositifs médicaux et traitements nécessaires à la prise en charge, et les équipes médicales de l'achat des socles aussi pour accompagner aussi les équipes en dehors de la présence de la gynécologue. En externe, on fait également donc appel aux libéraux pour favoriser une prise en charge de qualité, notamment les sages-femmes, si elles sont déjà en place, c'est d'autant plus important. Potentiellement le gynécologue qui suit la patiente en amont de la prise en charge en HAD, et c'est des piliers qui sont extrêmement importants de l'offre. On collabore étroitement avec eux au quotidien. En tout cas, il y a un recours systématique auprès d'eux et ils sont intégrés selon leur disponibilité aux prises en charge. Merci Lucie pour toutes ces informations qui permettent aux établissements de mieux comprendre les enjeux et l'importance de l'analyse stratégique, permettant d'identifier les profils et les parcours de soins, mais aussi l'évaluation des moyens humains nécessaires aux besoins identifiés. Merci d'avoir illustré votre organisation avec le site de Blois qui nous permet de mieux appréhender votre organisation également. Nous avons bien retenu que la réflexion et le lancement de la mention s'est effectué sans temps médical gynéco-obstétrique qui est arrivé plus tard sur tous les sites et nous avons d'ailleurs la chance d'avoir
le docteur Adam Bretonnière, médecin gynécologue obstétricien chez Helena Santé, avec nous en direct. Bonjour Anne-Charlotte. Nous sommes ravis de t'accueillir en direct pour pouvoir compléter les propos de Lucie. Alors, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter rapidement? Bonjour à toutes et à tous. En préambule, je tiens d'abord à adresser mes remerciements à l'ANAP et plus particulièrement à vous, Marjorie et Clarisse, pour votre invitation et tout le travail effectué en amont de ce webinaire. Pour me présenter brièvement, présenter mon parcours, je suis donc gynécologue obstétricienne, produit local de la région Centre, puisque j'y ai effectué mon internat puis mon assistanat partagé entre la maternité de niveau 3 du CHU de Tours et celle de niveau 1 à Chinon. Et puis c'est ensuite grâce à mon réseau que j'ai eu connaissance de ce poste à l'HAD Val-de-Loire. Forte de mon expérience hospitalière récente, j'ai d'emblée été convaincue de l'intérêt de déployer cette offre de soins pour les patientes et je me suis donc lancée dans l'aventure HAD fin 2023. Peux-tu nous décrire maintenant, depuis ton arrivée au sein de l'HAD Helena Santé, quelles ont été tes missions? Bien sûr, il faut comprendre que je suis arrivée dans un contexte de réforme des autorisations de soins et d'ouverture de fenêtres de dépôt imminentes. Initialement à hauteur de 40% sur l'HAD Val-de-Loire, donc à Tours, puis 6 mois plus tard, j'ai augmenté mon temps de travail à 80% et étendu mes fonctions sur les 3 HAD et Helena Santé de la région Centre. Donc 3 sites, comme nous venons de le voir, avec des niveaux de maturité différents. Il s'avère qu'à Blois et à Orléans, la filière hanté et postpartum était déjà lancée à mon arrivée avec une file active de patientes existantes. J'ai donc intégré une dynamique d'équipe avec un travail de consolidation des organisations déjà existantes. À contrario, à Tours, j'ai construit la filière depuis le départ avec mes collègues sages-femmes, puisque l'offre était encore inexistante à mon arrivée. À savoir que mon partage d'activités a récemment évolué puisque nous avons reçu les nouveaux arrêtés ARS qui ont organisé l'offre de soins HAD obstétricale sur 2 acteurs dans la région Centre, dont Helena Santé sur les sites de Blois et de Tours, sur lesquels je me consacre uniquement à présent. Et puis enfin, pour résumer mes missions en tant que gynécologue obstétricienne au sein des HAD, je dirais qu'elles consistent à donner un avis spécialisé de première intention des patientes hospitalisées, participer à la coordination du projet de soins, assurer le lien médical et la communication auprès des prescripteurs, élaborer des protocoles de prise en charge HAD et contribuer au développement de l'activité avec des nouveaux projets et des nouveaux partenariats. Merci Anne-Charlotte pour toutes ces précisions. Alors, on a vu tout à l'heure que l'activité obstétrique s'est développée avant ton arrivée. Est-ce que tu peux nous dire comment cette offre de soins s'est consolidée avec la venue d'un gynécologue obstétricien et quelles ont été vos actions pour potentialiser son développement? Oui, eh bien déjà par ma position, ça a été de renforcer le lien avec mes pairs, promouvoir l'HAD en maternité, mais également au-delà, en identifiant d'autres prescripteurs, comme les diabétologues, psychiatres en périnatalité, mes confrères gynécologues obstétriciens libéraux notamment. J'ai aussi participé à fluidifier les prises en charge en renforçant les partenariats avec, par exemple, l'intégration de l'HAD au sein du réseau de périnatalité de la région Centre. Un travail également avec les sages-femmes libérales, comme nous venons de le voir, avec qui nous avons à cœur de travailler, vers qui la collaboration est proposée systématiquement à chaque prise en charge. Néanmoins, ces professionnels ont pu nous faire part de leurs craintes au déploiement de l'HAD. Nous avons donc engagé une réunion pour échanger collectivement, associée à une rencontre avec l'URPS pour mener des réflexions communes sur la convention de partenariat. J'ai également travaillé avec le SAMU que j'ai sollicité pour optimiser le transfert des patientes dans les situations d'urgence. Et enfin, concernant l'identification des profils patientes, je pense que vraiment le mot-clé serait faire preuve d'adaptabilité, car chaque maternité prescripteur a des demandes et des protocoles différents. Et il faut bien entendu rester conforme aux recommandations émises par l'HAS néanmoins. C'est d'ailleurs lors des échanges de pair à pair sur les prises en charge que l'occasion se présente de répondre à leurs différentes craintes pour lever les freins en leur expliquant le fonctionnement même de l'HAD avec la continuité des soins 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec polyvalence et pluridisciplinarité, mais également en leur expliquant les moyens développés spécifiquement pour la filière avec la mise en place de l'astreinte téléphonique sage-femme HAD dédiée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le recours facilité à mon avis spécialisé diminuant la sollicitation du chef de garde,
la force de mon temps partagé sur les deux établissements et également une équipe obstétricale HAD connue des prescripteurs, car pour ma part, comme la plupart des sages-femmes HAD, nous sommes issus des équipes des maternités prescriptrices, ce qui forcément renforce le lien de confiance. Merci Anne-Charlotte pour toutes ces informations. Est-ce que tu peux nous dire si la mise en place de cette mention a nécessité des organisations particulières? Oui, effectivement, en interne, on a fait un travail pluridisciplinaire avec les équipes médicales de l'HAD et aussi le pôle psychosocial pour améliorer et développer les prises en charge communes complexes. Par exemple, nous avons pris en charge une patiente au cours de sa grossesse qui avait une nutrition parentale, ou bien encore un projet que nous avons à cœur de développer avec l'HAD rééducation entre grossesse et handicap. Et le lien évident, puisque nous avons la chance également d'avoir la mention spécialisée enfants de moins de 3 ans avec ma collègue pédiatre. L'adaptation a été faite également par l'investissement dans du matériel et des équipements spécifiques, avec notamment des cardiotocographes, Doppler fétaux, également un équipement par Billy Cocoon, qui est un appareil de photothérapie à domicile qui est en cours d'achat. Et puis, l'adaptation est aussi à faire sur le dossier patient informatisé avec les créations de nouveaux supports adaptés à notre activité. Et enfin, un travail important également avec la pharmacie à usage interne pour délivrer les traitements et les dispositifs médicaux spécifiques au domicile de nos patientes, mais également pour équiper les sages-femmes du matériel et des traitements nécessaires en cas d'urgence au domicile. Par exemple, la mise à disposition d'un kit d'accouchement dans un véhicule dédié pour nos sages-femmes. Merci Anne. Désolée, je n'avais pas ouvert mon micro. Tu as cité tout à l'heure la publication récente de vos arrêtés ARS. Et du coup, quels sont vos projets pour la suite? Eh bien, pour en citer quelques-uns, je dirais que j'ai l'objectif de créer des formations internes inter-HAD obstétrique avec des séances de simulation, des revues de rythme cardiaque fœtaux. Et plus généralement, nous souhaiterions intégrer la procédure de fonctionnement régional des transferts in pour en faciliter l'accès. Et de manière plus globale, nous souhaitons poursuivre la dynamique et le développement de l'offre HAD en périnatalité sur nos territoires en créant de véritables pôles mère-enfant au sein de nos établissements. C'est un beau projet en perspective. Merci pour ce partage. Nous allons maintenant donner la parole au docteur Florence Tarpin-Lyonnais, qui est médecin chef de pôle des activités de soins et hospitalisation à domicile du centre hospitalier de Cré, qui est situé en Auvergne. Bonjour Florence, bienvenue. Nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui. Merci pour ta présence. Alors, votre HAD a également une antériorité sur la prise en charge obstétricale. Est-ce que tu peux nous présenter l'historique de cette activité de soins? Oui, bonjour, bonjour à toutes et merci de nous avoir invités sur cette présentation. Donc effectivement, l'HAD de Cré a développé du coup une partie polyvalente en 2004 et dès 2005, en fait, on a été sollicité sur la prise en charge autour du postpartum. C'était essentiellement au départ une volonté des directions de l'hôpital de Cré et de Valence qui craignaient en termes de taux d'occupation des lits. Il y avait le projet d'une nouvelle maternité et ils savaient déjà que ça allait être saturé. Donc, on a travaillé sur ce projet avec eux dès le départ, mais sur impulsion des directions. À ce jour, aujourd'hui, on couvre un bassin à peu près de 500 000 habitants avec 2 antennes, une sur l'hôpital de Privas, une sur l'hôpital du Cheylard, et on a une file active de à peu près 10 à 12 patients sur ce secteur obstétrical. On travaille avec les officines sur cette partie de l'activité, alors qu'on a une PUI pour le reste de l'activité. Et un autre élément qui est à souligner, c'est que l'offre de soins du territoire en obstétrique est de plus en plus réduite au fil des années avec la fermeture d'une maternité privée, d'une maternité publique sur notre secteur. Aujourd'hui, on a du coup déposé ces dossiers en CSOS le 3 octobre et on attend la confirmation, contrairement à Anne-Charlotte, on ne les a pas encore reçus sur du coup les autorisations sur ces 3 mentions. Voilà, on est confronté également, comme l'a dit tout à l'heure le premier interlocuteur, sur une baisse de la natalité qui, on verra plus tard, nous oblige à sans cesse se réadapter. Tout à fait, l'adaptation, c'est vrai que c'est quelque chose d'important.
Du coup, on constate que l'activité obstétricale s'est construite suite à l'ouverture d'une nouvelle maternité au sein du centre hospitalier de votre GHT. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déployée cette activité au sein de votre établissement pour les patients de votre territoire? Alors, on a choisi de faire un travail conjoint avec la maternité, avec l'ensemble des obstétriciens, des pédiatres, des sages-femmes libérales et hospitalières, pour essayer de travailler un petit peu et créer, je dirais, des parcours communs et une meilleure connaissance des uns et des autres pour établir une confiance. On a certains pédiatres qui, au départ, nous avaient dit, mais jamais je confierai mon enfant à ce secteur. Et finalement, bon, peu de temps après, ils nous les ont également confiés en postpartum. On avait donc quand même un certain nombre de freins, des freins historiques, une absence de culture commune, et puis des problématiques de pratique. Voilà, il fallait aussi s'assurer que quand nous confie une parturiente ou un enfant ou une dame en postpartum, ben, on soit en capacité de les gérer. On participe beaucoup aussi au sein de toutes les instances de l'hôpital de Cré, du GHT. Et nous, on a la particularité aussi sur la région Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir quand même un gros travail du réseau Aurore qui permet vraiment de partager avec tous des protocoles qui sont réévalués avec des RMM communes, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment un socle aussi qui est important pour nous. Mais je dirais que c'est la connaissance des uns et des autres qui aide à la construction de ce projet. Ben, écoute, Florence, merci d'avoir rappelé l'importance de l'identification des besoins des prescripteurs et de l'importance de la représentation de l'HAD au sein de vos organisations. Est-ce que tu peux nous décrire les moyens avec lesquels vous avez débuté votre activité et comment vous avez organisé sa montée en charge? Alors, on avait depuis longtemps des gynécologues obstétriciens qui nous aidaient bénévolement, je dirais. Au jour d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux obstétriciens de l'hôpital de Valence qui se partagent un 0,1 TP qui nous permet vraiment de structurer aussi cette activité obstétrique en termes de staff et d'être des référents pour nos sages-femmes de coordination. On a un poste de sage-femme de coordination 5 jours sur 7. Il est partagé volontairement avec 4 jours par semaine par une sage-femme de l'hôpital de Valence qui est mis à disposition. Et du coup, un jour par semaine, une sage-femme libérale qui est également, voilà, qui travaille les mercredis avec nous. On a donc une mixte de cette activité de coordination par des sages-femmes hospitalières et libérales. Elles font beaucoup de coordination, mais il leur arrive également de faire des soins de terrain. C'est également quelque chose qu'on souhaiterait et qu'elles souhaiteraient développer et faire évoluer. On a un temps d'infirmière de puéricultrice qui est de 0,8 et puis un temps pédiatre de 0,1 également. On a une mutualisation avec un certain nombre de choses avec notre achat des socles. On mutualise la continuité des soins avec du coup l'astreinte médicale, l'astreinte IDE. Et puis on a de nombreux médecins, de nombreux praticiens libéraux conventionnés, que ce soit les sages-femmes, les masters kinés, les infirmières ou les médecins traitants. On a créé la mention avec les recours avec sage-femme libérale parce que du coup, c'était important, comme j'ai dit dans le projet initial, vraiment ce partage de compétences et cette continuité. On a la chance sur notre territoire, en tout cas sur la partie sud de notre territoire, d'avoir quand même un taux de recours aux sages-femmes libérales qui est important. Donc, on n'a pas de difficulté particulière de recrutement et même dans les zones très éloignées, voire montagnardes, on a des sages-femmes libérales en poste qui est quand même une grande aide pour arriver à faire un maillage de territoire. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le réseau Aurore nous permet vraiment ce partage de protocoles, de parcours, de réévaluation de protocoles. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment acté au niveau soit hospitalier ou libéral. Décidément. Merci Florence pour ce partage. On voit que de votre côté, les sages-femmes libérales ont été intégrées dès le début et sont partie prenante à la construction de l'activité de soins avec une intégration au sein de d'équipe de coordination, ce qui est assez original. Est-ce que tu peux nous évoquer maintenant les moyens matériels que vous avez déployés au titre de cette mention? Alors, on est en cours de déploiement du dossier patient informatisé jusqu'au lit du patient, à la fois sur le secteur infirmier, sur le secteur sage-femme et kiné notamment. Et on a choisi de faire de ce secteur, du coup, obstétrical un peu pilote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sages-femmes libérales
ont accès aux dossiers patients informatisés, arrivent à tracer leur compte rendu en temps réel, donc avec une amélioration de l'efficience et de la qualité et de la sécurité des soins. Et on est en pilotage sur cet élément-là avec le travail conjoint avec la GHT sur une facturation au lit du patient avec les sages-femmes libérales et l'ensemble des kinés. Sur l'achat du matériel, on a fait le choix aussi, parce que j'ai dit qu'une des pistes, c'était d'augmenter le temps présence au lit du patient avec nos sages-femmes de coordination. On a fait le choix d'acheter un monitoring GNLR et ce choix, il a été vraiment fait en partenariat avec nos autres techniciens, nos sages-femmes de coordination et les sages-femmes libérales. Il a été validé par les 3 acteurs. Et du coup, l'ensemble de nos parcours de soins, les protocoles sont conformes à des conventions avec l'ensemble des acteurs libéraux qui sont en cours de réévaluation et également avec les hôpitaux publics et privés de notre territoire, comme le veut aussi la réforme des autorisations. On fait toujours appel à la sage-femme libérale quand elle existe de la patience. Et là aussi est important pour elle en termes de continuité et de repérage de parcours de soins. Merci beaucoup. Alors, la mise en place de la facturation au lit du patient, ça démontre une vraie volonté de déployer des moyens matériels et informatiques qui sont essentiels à la performance de ces prises en charge. Pour terminer, en fait, dans la poursuite de cette initiative, quels sont vos projets pour les mois à venir? Donc, on travaille avec notamment l'hôpital de Valence et plus globalement, mais pas que sur l'obstétrique, je dirais que sur l'ensemble des activités, la direction de l'hôpital de Valence envisage du coup de mettre en place dans les nouveaux contrats de pôle un critère concernant le taux de recours à l'HAD. On va également pouvoir, avec nos obstétriciens, mettre en place des revues de dossiers patients en équipe pluridisciplinaire, notamment avec les équipes médicales de l'HAD. On souhaiterait le faire tous les trimestres ou les quadrimestres en moyenne. Et comme je disais tout à l'heure, il faut continuer à rester adaptable à toutes les organisations parce que le contexte évolue, les besoins des équipes et des patientes évoluent également. On a une difficulté en termes de diminution d'activité en postpartum, mais on a une augmentation d'activité de la grossesse patho de plus de 10%. Il y a aussi un souhait d'évolution des temps de travail et du coup, on est en pleine réflexion sur comment rendre ce poste de sage-femme de coordination attractif à l'activité actuelle. Eh ben, merci pour ces, ces beaux projets. Du coup, on vient d'avoir 2 retours d'expérience qui nous montrent donc la richesse des différentes organisations d'HAD. Le mot adaptation est revenu plusieurs fois. Et en effet, pouvoir s'adapter aux besoins et aux acteurs du territoire est essentiel. Donc, on peut retenir d'une manière plus générale donc l'agilité des organisations au fil des années pour s'adapter à la fois aux évolutions réglementaires, mais aussi aux évolutions des besoins des prescripteurs. À titre d'exemple, pour revenir sur les 2 retours d'expérience qu'on vient d'entendre, il y a le temps médical gynécologue obstétricien qui, au-delà des missions cliniques et de coordination, est dédié à des missions de développement et qui permet entre autres la construction de ces filières avec les différents acteurs du territoire. Le recours aux ressources, enfin la ressource sage-femme salariée, donc importante dans le cas où en effet il y a un faible taux de sage-femme libérale sur le territoire, mais qui ont aussi des missions étendues à la coordination et pas exclusivement à la clinique, mais également l'intégration des sages-femmes libérales dans l'activité de cette mention, qui peut être plus ou moins renforcée. Et on voit qu'au niveau du retour d'expérience de CRE, les sages-femmes libérales ont vraiment une place prépondérante. On a donc vu aussi que le lien étroit avec la ville et les établissements est très important, qu'il y a un partage de compétences de chacun avec la rédaction de protocoles, entre autres, communs. Et au niveau des organisations, pour finir là-dessus, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des questions sur le sujet, la question des astreintes.
pour les sages-femmes, qui est une question qui se pose, qui est un choix d'organisation, mais qui n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ça n'est pas, ça n'est pas demandé par la réforme. Alors pour conclure, avant de passer aux dernières questions, conclure ce webinaire, donc en fait, on peut souligner l'importance de structurer efficacement l'organisation de l'HAD suivant les 3 axes fondamentaux suivants. Donc l'analyse des territoires et de leurs besoins, ça qui est vraiment une démarche essentielle pour pouvoir concevoir des parcours et les co-construire avec les acteurs de santé du territoire et du coup de faire de l'HAD vraiment un acteur clé et pas être uniquement une solution d'aval des hospitalisations avec hébergement. Par ailleurs, la planification stratégique et une communication ciblée est aussi importante pour pouvoir justement prôner cette offre de soins avec des rendez-vous prescripteurs, les prescripteurs clés, qui va permettre de maximiser les opportunités de développement et de se faire connaître et de pouvoir répondre aux enjeux stratégiques. Et donc, y intégrer en effet les professionnels de la ville, les libéraux, les réseaux de territoire a toute son importance. Et enfin, mobiliser des ressources dès l'origine. En effet, une coordination des équipes et des ressources de l'ensemble du périmètre de l'HAD, de toutes les mentions et également des fonctions support. On a vu la pharmacie, le système logistique va être primordial pour pouvoir garantir un déploiement fluide et efficace de la mention anté et postpartum. Voilà, donc on arrive à notre deuxième temps de questions-réponses. Je vais laisser Adèle nous guider parce qu'il y en a eu beaucoup sur cette deuxième partie. Alors malheureusement, on ne pourra pas toutes les prendre, on a un temps un petit peu limité. On va en prendre 2-3 et puis de toute façon, comme on vous disait, après il y aura une foire aux questions qui vous sera transmise. Alors déjà, une première question pour les 2 médecins des 2 HAD. Si voilà, c'était possible de faire une description de la continuité des soins selon les différents modèles d'HAD et d'organisation et éventuellement voilà, donner quelques exemples d'organisation possibles. On peut commencer par Anne-Charlotte éventuellement. Oui, effectivement, pour répondre à votre question sur l'astreinte, ça a été l'astreinte sage-femme, donc ça a été un choix effectivement dans les HAD et la santé de mettre en place concomitamment au développement de ces filières une astreinte sage-femme dédiée parce que ça nous paraissait indispensable dans le sens où c'est des prises en charge de grossesse pathologiques et donc vraiment très spécifiques et qu'on voulait apporter la meilleure réponse aux patientes hospitalisées avec du coup la continuité de prise en charge possible par une sage-femme de l'HAD, donc qui connaît les dossiers des patientes et qui peut du coup répondre à ces questions, mais aussi l'aider dans la gestion des urgences, notamment la nuit. À savoir que là, actuellement, pour le moment, le besoin n'a pas été identifié d'avoir un déplacement des sages-femmes à domicile la nuit, mais déjà dans un premier temps de gérer les demandes par téléphone et d'ensuite ça permet soit d'identifier l'urgence et de faciliter le recours aux urgences et en maternité si besoin, ou bien si c'est pas forcément une urgence dans la nuit, de temporiser et d'organiser en fait les tournées du lendemain différemment pour répondre à ces patientes. Et puis deuxièmement, cette astreinte-là, elle permet aussi le suivi médical, notamment je pense aux tensions, les patientes qui sont suivies en nanté ou en postpartum pour des hypertensions labiles ou des prééclampsies débutantes. Ça permet d'avoir un contrôle de leur tension le soir et de pouvoir adapter encore les traitements. Donc, tout ça est permis par l'astreinte téléphonique. Et après, les déplacements sont 7 jours sur 7, y compris le week-end. En tout cas, c'est l'organisation actuelle sur les HAD de Val-de-Loire à Tours et à Blois. Je laisse Florence répondre pour sa partie. Sur la HAD de Cray, les sages-femmes libérales avaient mis en place une astreinte même le week-end en fait. Et puis finalement, elle s'est avérée très peu sollicitée. Donc, en fait, 7 jours sur 7, c'est du coup sur la semaine, c'est les sages-femmes qui gèrent avec la sage-femme de coordination. Et après, sur du 24-24, c'est nos infirmières d'astreinte, le médecin d'astreinte HAD,
C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'importance de la formation aussi des médecins et du travail fait avec les obstétriciens. Et puis, on a un recours, nous, à l'obstétricien de garde de l'hôpital de Valence en systématique. Voilà, si en cas de difficulté, je dirais du 24-24 sur nos patients suivis en HAD. Voilà, c'est une organisation un petit peu différente d'Anne-Charlotte. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on avait d'autres questions. Qu'en est-il lorsqu'il y a déjà une activité importante des Prados pour accompagner les patients en anté et postpartum avec les réseaux de sages-femmes libérales? Comment l'HAD se positionne? Du coup, je vais répondre. Alors déjà, le Prado et l'HAD, ce n'est pas la même offre de soins. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein. On n'est pas sur la même gradation des soins. Le Prado, c'est une structure de coordination de l'assurance maladie qui est là pour pouvoir prendre en charge initialement les patientes avec un faible risque. Et donc, on n'est pas sur le même type de profil de patiente. Et le Prado n'est en place que sur le postpartum, pas sur l'antépartum. Donc, c'est vrai que le Prado a fait réduire le nombre de journées en postpartum à l'époque où il est arrivé parce qu'il a un petit peu, on va dire, il a permis en fait de redimenser correctement les indications d'un côté et de l'autre, mais ce n'est pas des structures concurrentielles, elles sont complémentaires. Merci pour toutes ces réponses. Et nous arrivons à la fin de ce temps d'échange. Je laisse la parole à Clarisse. Oui, merci, merci Marjorie. Je renouvelle donc tous mes remerciements à l'ensemble de nos intervenants d'aujourd'hui pour le partage d'expérience et d'expertise. Donc, il y a eu plusieurs questions sur le chat et on reviendra vers vous vraiment avec une FAQ pour consolider tout ça. Donc, plusieurs questions se recoupent et d'autres sur lesquelles on n'a pas eu le temps d'aborder et ça, c'est pas un souci. On reviendra donc très rapidement vers vous. Donc, on voit qu'en synthèse, on peut retenir qu'une organisation proactive et collaborative est la clé pour réussir le développement de cette mention et nous vous encourageons donc à poursuivre vos réflexions et vos projets pour les établissements qui ont déjà amorcé le développement de cette filière, mais aussi que cela puisse donner des idées pour ceux qui souhaitent se lancer dans les prochaines semaines et prochains mois. On va retrouver ici donc toutes les ressources de l'ANAP sur le site internet et notamment les replays des 2 précédents Zooms sur les 2 autres mentions, réadaptation et l'enfant de moins de 3 ans. Faire un focus donc sur le réseau des experts qui est un pilier important et indispensable de l'offre ANAP, comme on a pu le voir aujourd'hui. Donc, il est composé de plus de 600 professionnels. Et si vous souhaitez partager votre expérience, contribuer à la rédaction d'outils, accompagner des HAD, n'hésitez pas à candidater et à rejoindre donc notre réseau d'experts en flashant ce QR code ou en suivant le lien transmis dans le chat. Merci, merci à tous pour votre participation. Nous espérons que les échanges vous ont été enrichissants. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours en remplissant le questionnaire de satisfaction que vous retrouverez en fermant le webinaire. Nous restons à votre entière disposition et vous donnons rendez-vous sur nos prochains événements. Très bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Merci Clarisse.